Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci de m'avoir invité. De France Info, on va évidemment beaucoup parler des élections municipales. D'abord, comme chaque soir à 7h, on accueille un représentant de la cellule Vrai-Faux de France Info. Bonsoir. Cette semaine, c'est Louis Augry qu'on a le plaisir de retrouver. Louis, avec vous, on va parler ce soir de rumeurs autour de Benyamin Netanyahou. Des internautes sont persuadés que le Premier ministre israélien serait mort ou aurait été blessé dans des frappes iraniennes, et il a même été obligé de démentir. Exactement, c'est la rumeur qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers jours, relayée par des comptes pro-iraniens, notamment le Premier ministre israélien serait mort sous les frappes iraniennes. On a même des photos de lui sous les décombres, des photos, vous allez voir, qui ont été en l'occurrence générées par intelligence artificielle, mais ça, ce genre de publication, on en a vu énormément ces derniers jours. Et regardez, là où cette histoire est intéressante, c'est qu'on a aussi ce genre de message qui s'appuie sur un reportage d'un journaliste. Voici le site détruit où se trouvait Netanyahou au moment de l'attaque de missiles iraniens. Il est fort probable que Netanyahou ait péri dans l'attaque. D'autres messages, plusieurs millions de fois, vont même jusqu'à dire que c'était la maison du Premier ministre israélien qui avait été touchée par ces frappes iraniennes. Alors ce journaliste, il existe bel et bien, c'est un reporter indien. Son reportage aussi, il existe, mais je vous propose de l'écouter. Nous sommes actuellement sur les lieux de l'attaque. Vous pouvez voir juste derrière moi le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui s'est rendu sur place. Une attaque meurtrière a eu lieu. 9 personnes ont été tuées. Vous pouvez voir Netanyahou qui en effet se trouve actuellement sur les lieux. Voilà, vous comprenez bien le problème, ça semble assez lunaire. Cette vidéo d'un journaliste indien qui a été reprise pour faire croire que Benyamin Netanyahou avait été tué, elle montre littéralement le Premier ministre israélien en chair et en os et en bonne santé. Ça paraît complètement fou, mais ces publications ont atteint plusieurs millions de vues. C'est devenu viral ces derniers jours. Et pour les internautes, Louis, il y a aussi une prise de parole du Premier ministre israélien qui prouverait sa mort. Exactement, cette prise de parole face caméra de Benyamin Netanyahou avant-hier pour faire un point sur les opérations militaires, sauf que très vite, cette vidéo suscite énormément de réactions. Les internautes sont persuadés que c'est une vidéo faite avec de l'intelligence artificielle, une fausse vidéo, et la preuve, selon eux, c'est ça, il aurait 6 doigts. Alors si on regarde de plus près, en fait, ce fameux 6e doigt, c'est un effet d'optique, ça semble surtout être le revers de sa main à Benyamin Netanyahou, sauf que ces rumeurs ont poussé le Premier ministre israélien à réagir. Il a voulu prouver qu'il était bien vivant avec cette vidéo. On le voit dans un café dans la périphérie de Jérusalem. Il sourit, il s'amuse même de la situation en montrant qu'il a bien 5 doigts à chaque main. Et il a essayé de débusquer cette fake news. Sauf que là encore, il n'a pas convaincu ceux qui sont convaincus qu'il est mort. C'est exactement le contraire. En fait, les internautes sont nombreux à s'être arrêtés sur cette nouvelle vidéo de Benyamin Netanyahou. Et là encore, ils y voient de l'IA. Ce n'est pas seulement de l'IA, c'est de l'IA bâclée. Remarquez la tasse de café ici. Elle est remplie à ras-bord. Pourtant, lorsque Netanyahou la prend, rien ne se renverse, même si le café bout à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est une problématique de tasse de café avec le café qui bouge pas. Alors, on va le dire tout de suite, selon les spécialistes qu'on a interrogés, aucune preuve que ces vidéos aient été réalisées par intelligence artificielle. Et surtout, le café dans lequel s'est retrouvé Benyamin Netanyahou a publié plusieurs photos avec d'autres angles de cette visite. Et regardez, c'est assez drôle parce que le journaliste indien, dont le duplex a servi à alimenter toutes ces rumeurs, il s'est rendu dans le café où les employés ont bien témoigné de la visite du Premier ministre, qui était bien vivant. Bref, on remarque bien qu'on est finalement dans une nouvelle ère où même les vidéos authentiques vont constamment être remises en question. Pour finir, je peux vous montrer ce que les internautes se sont amusés à faire. C'est tout aussi bluffant. On voit le nouveau guide suprême iranien, l'ayatollah Mojtaba Ramenei, prendre un café exactement au même endroit que Netanyahou. Il y a aussi la version avec Kim Jong-un. Là, c'est évidemment faux, mais l'illusion est bluffante. C'est un petit peu compliqué finalement de s'y retrouver entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais heureusement, vous êtes là, On essaye, Louis, en tout cas. ainsi que toute l'équipe de Vrai ou Faux sur France Info, que Tout l'on à fait. retrouve tous les samedis. À midi. Merci beaucoup, Louis. Laurent Jacobelli. Donc, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Ça y est, depuis 18h, le dépôt des listes pour le second tour des élections municipales est clos. Est-ce que vous avez des annonces à nous faire ce soir? Est-ce qu'il y a eu des alliances? On entendait Jordan Bardella au soir du premier tour appeler la droite sincère à fusionner avec le Rassemblement national. Est-ce que vous avez des annonces d'alliance à nous faire ce soir? Écoutez, la droite sincère existe, elle est rare. La droite de la lâcheté, malheureusement, est plus répandue. La droite des indemnités, la droite des écharpes tricolores à tout prix. Ça veut dire non?
Non, ça ne veut pas dire non. Dans ma région, le Grand Est, nous avons 2 annonces. À Reims, notre candidate Anne-Sophie Frigou a fusionné avec une autre liste d'hiver droite pour le second tour. Je dis d'hiver droite, mais qui a été menée par un LR, conseiller départemental. Et puis, il n'avait pas le logo LR. Alors, il est LR. Bon, il l'était en tout cas, puisque vous imaginez bien que son parti est en train de le remercier. Une autre dans une ville à côté qui s'appelle Tinqueux. Donc, il y a eu quelques courageux qui ont voulu éviter le pire à leur commune, le macronisme ou la gauche. Et puis, beaucoup, malheureusement, ont écouté l'appareil central qui est figé dans un vieux modèle des LR, quelque chose d'archaïque qui est finalement n'acceptons pas cette main tendue et préférons attendre de voir si les macronistes ou les socialistes ne peuvent pas nous donner quelques miettes de pouvoir. Je trouve ça assez triste, surtout quand on voit le danger dans un certain nombre de grandes villes de voir arriver une extrême gauche furieuse, haineuse, violente, parfois antisémite, et qu'il y avait, j'allais dire, risque de non-assistance à commune en danger. Nous verrons bien si les LR s'en remettent. Alors, l'annonce ce soir, c'est Sarah Knafo, oui. Qui a décidé de se désister, justement, dit-elle, pour faire barrage à la gauche. Est-ce que vous la félicitez de cette décision? Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Écoutez, c'est un sentiment mitigé parce qu'elle s'est présentée un peu, on va dire, en concurrence avec le Rassemblement national pour rassembler des électeurs. Et puis elle leur dit au dernier moment, vous ne serez pas représentés. Mais j'avoue que pour venir parfois à Paris pour être à l'Assemblée nationale, si la ville pouvait être libérée des rats, des ordures, des travaux permanents et du wokisme béant, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est la déclaration de M. Bruno Retailleau, qui félicite Madame Knafo en lui disant merci, vous allez permettre peut-être à Rachida Dati d'être élue, merci de vous être désisté. Le même Bruno Retailleau qui interdit à Martine Vassal, candidate LR à Marseille qui a fait 11%, de se retirer pour permettre l'élection du RN Franck Alizio. C'est 2 poids 2 mesures, c'est une espèce d'ambivalence. Grosso modo, quand ça les aide, ils sont d'accord, quand ça les aide pas, ils reculent de l'obstacle. Tout ça, c'est des petites tractations d'arrière-garde, ça fait vraiment pas envie. Et aujourd'hui, du coup, quel est votre... Pour vous, Marseille reste encore une ville, un objectif atteignable? Je vais vous dire. Il y a quelques chefs à plumes qui vivent avec 50 ans de retard. Mais il y a des électeurs qui, eux, en ont marre. Ils en ont marre à Marseille d'une politique communautariste, d'une ville mal gérée, d'une ville sale. Est-ce que vous appelez les électeurs de Alors, Martine Vassal? Je vais être très clair. Tous les électeurs de Martine Vassal, tous les abstentionnistes qui ont le cœur à droite, tous ceux, même s'ils ne sont pas forcément de droite, qui veulent que Marseille s'en sorte et qui veulent l'alternance, votez utile, votez Franck Alizio. Une voix pour Martine Vassal, c'est une voix jetée dans la canebière. Donc, c'est clair. Donc, il faut se rassembler. Les états-majors n'ont pas été capables de le faire. Bruno Retailleau n'a pas répondu à l'appel de Jordan Bardella. Tant pis pour eux. Demain, électoralement, ils en paieront le prix. Mais sauver Marseille, sauver l'ensemble des villes. Et je dis la même chose pour toutes les villes où nous avons un candidat bien placé au 2e tour. Et il y en a beaucoup dans le sud de la France, mais pas seulement. Parce que là, il y a danger quand même pour certaines communes. Martine Vassal, elle n'a pas répondu à l'appel qui a été lancé par Franck Alizio de se retirer. Comment vous comprenez ce refus ? Je crois qu'elle veut être à nouveau élue à la métropole et que parfois les ambitions personnelles brouillent le regard de certains élus ou de certains candidats. Nous, on a le sens de l'intérêt général et je crois que c'est dommage qu'elle n'ait pas fait ce pas-là parce que Marseille sera demain peut-être gouverné à nouveau par la gauche et on sait ce que ça veut dire. Il suffit de se balader dans certains quartiers, les quartiers nord, l'insécurité, les trafics, l'immigration à tout va. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'elle souhaite pour Marseille? Si c'est le cas, c'est très grave. Comment vous comprenez quand même cet échec de la stratégie d'union des droites? On en a beaucoup parlé Mais je parle pas, moi, ces dernières semaines. C'est une stratégie qui est prônée quand même par Jordan Bardella. Il a clairement tendu la main. Il y avait quand même un espoir qu'un certain nombre de candidats LR se désistent, qu'il y ait des fusions de listes pour vous permettre soit d'accéder à certaines municipalités, de barrer la route à la gauche ou à la France insoumise. Ça n'a pas marché. C'est quand même une... Je vais me permettre de vous reprendre sur le terme « union des droites ». Je sais bien que c'est un terme à la mode, une espèce de fantasme. En fait, il a appelé à l'union, effectivement, de candidats de droite, ou indépendants ou sans étiquette. En fait, l'idée, c'était de ne pas laisser des communes à la gauche, une gauche devenue folle. Là, il y a une urgence. On n'est pas dans une situation habituelle. On est dans une situation où, sur les plateaux, le Parti socialiste dit « Oh là là, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas bien, antisémite violent. » Et puis, localement, allons-y, embrassons-nous Folleville. Ils font des listes communes, socialistes, écolo et LFI. Et donc, face à ce danger d'un LFI aux propos antisémites, LFI qui nourrit en son sein une milice qui s'appelle la Jeune Garde, qui tue les opposants politiques, eh bien,
on a appelé à la responsabilité. Comment peut-on être aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas à gauche et laisser faire ça? Nous, on a appelé à la plus grande union possible. C'était notre rôle de premier parti de France. C'était notre rôle de parti responsable. Nous l'avons joué. On est droit dans nos bottes. Si en face, certains préfèrent leur carrière personnelle à l'avenir de leur commune et de leur nation, ils devront en répondre devant les électeurs, mais nous, on croit en l'intelligence des électeurs qui voteront utile. Est-ce que vous êtes si cohérent par rapport à tout cela? Parce que là, vous venez de parler de LFI. Le président de votre parti, Jordan Bardella, avait appelé à un cordon sanitaire vis-à-vis de LFI. Et pourtant, à Roubaix, vous avez maintenu votre candidat qui est pourtant arrivé 4e. Et donc, est-ce que vous ne pourrez pas être taxé d'avoir favorisé la victoire de David Guiraud dans cette ville, à Avignon, qui est la ville où est élu député Raphaël Arnaud, donc cofondateur de la Jeune Garde. Là, c'est encore plus flagrant. Le fait que les deux listes PS et LFI s'allient, ça met comment dire, alors que votre candidate est arrivée 2e devant la gauche. Devant la gauche, certes, mais deuxième derrière Olivier Galzi d'hiver droite. Et cette candidate, après tout, elle aurait pu se retirer si vraiment vous aviez voulu faire barrage à LFI. Alors, je crois que Jordan Bardella a été pourtant très clair, mais je vais me permettre de réexpliquer notre vision des choses. Nous, là, on est ces deux cas sont très pratiques. Oui, je vais vous expliquer. On est prêt à faire des fusions. On est prêt à s'allier avec des gens sincères. Je ne connais pas assez M. Galzi pour savoir s'il est sincère ou pas. Mais dans la mesure où ils ne veulent pas, nous, on ne va pas priver nos électeurs de représentation. Vous savez, beaucoup de communes ont souffert du fait qu'il n'y ait pas d'élu Rassemblement national dans leur conseil municipal. Ils ont souffert parce qu'il n'y avait pas de lanceurs d'alerte sur l'augmentation des impôts, sur l'acceptation de migrants qui arrivaient, sur un certain nombre de décisions qui étaient prises et qui allaient contre la sécurité. Donc on a besoin de ces élus. Mais une fois encore, ce serait quand même bizarre que nous soyons les seuls à faire l'effort. Pas les seuls. Vous avez commencé par féliciter, entre guillemets, Sarah Knafo pour sa décision de se retirer à Paris pour faire barrage à la gauche. Très bien, mais c'est sa stratégie, c'est la stratégie de reconquête. C'est celle du retrait, c'est ça. Je crois qu'on ne peut pas comparer, et c'est pas leur faire offense, le poids politique et le nombre de candidats à reconquête à celui du Rassemblement national. Je rappelle quand même que sur les villes de plus de 3500 habitants, nous sommes arrivés premiers dans 66 communes, et que LFI n'est arrivé première, par exemple, que dans 5 communes. Donc on a un poids aujourd'hui qui nous permet de prétendre à un rôle de premier plan. Nous ne serons pas les strapontins, les marchepieds de certains vieux barons qui, en méprisant nos électeurs, veulent maintenir leur poste. Excusez-nous, mais je sais que dans le paysage politique actuel, c'est rare, mais nous respectons avant tout nos électeurs. Donc pas de retrait, y compris si ça aboutit à mais que tout le monde prenne faire élire une coalition de gauche avec des membres de la France. Que la droite qui ne veulent pas fusionner avec nous prenne ses responsabilités, et que la gauche qui a à Avignon fusionné avec la seconde de M. Raphaël Arnaud, le patron de la milice qui a tué, que cette gauche-là prenne ses responsabilités et se regarde dans le miroir. Nous, on est droit, on a proposé une alliance. Écoutez, ceux qui n'en veulent pas ne peuvent pas aussi prétendre vouloir nous le voir. On a parlé de Paris, un mot quand même, parce qu'il y avait un candidat du Rassemblement national Thierry Mariani, en effet. À Paris. On a beaucoup parlé de Sarah Knafo. Thierry Mariani, 1,61%. Qu'est-ce qui ne matche pas entre le Rassemblement national et Paris, alors qu'on voit qu'il y a une réserve de voix pour l'extrême droite? On voit que, d'abord, l'extrême droite, je ne connais pas, vous inviterez des leaders de l'extrême droite pour leur en parler, mais en tout cas, je connais bien le Rassemblement national. Extrême droite, mais moi, je ne tiens pas. Du ministère de l'Intérieur et probablement par le Conseil d'État. Vous êtes tous sauf naïfs, et vous savez très bien que c'est une manœuvre aussi pour essayer de nous cornériser, mais ça ne marche plus auprès des électeurs. Mais pour revenir sur le fond de votre question, Paris, c'est vrai, il y a un côté, on ne va pas se le cacher, et c'est pas insultant pour les Parisiens, parfois un peu bobo. Paris est un peu préservé d'un certain nombre des maux de la France. Économiquement, ça va mieux qu'ailleurs. C'est vrai que dans les quartiers du centre de Paris, il y a moins de problèmes d'immigration, même si ça arrive qu'ailleurs. Et donc, elle est peut-être un peu préservée. Mais on voit bien que dans les grandes villes, ailleurs, le vote Sarah Knafo, c'est pas un vote bobo, a priori. Un peu quand même. On avait vu que dans certains quartiers de Paris, Reconquête marchait. Et puis surtout, Thierry a été victime d'une popularité médiatique un peu exacerbée de Sarah Knafo, moins invité sur les plateaux, moins l'occasion de présenter son programme. C'est dommage. Il a été un bon ministre. Elle lui a volé la vedette. Européen. C'est la photomédia. C'est la photomédia. Je pense qu'il y a une part, mais ça joue, c'est normal. Plus on est invité, on ne peut pas dire ça, c'est pas vrai. Il avait un programme solide, notamment sur la sécurité. Écoutez, on ne va pas pleurer sur le lait renversé. Moi, je trouve que Thierry Mariani est quelqu'un de formidable. Les électeurs ont voté, c'est comme ça. Mais je signale quand même que dans la deuxième ville de France, Marseille, nous sommes
probablement et potentiellement, en tout cas, aux marges du pouvoir. À Nice, notre allié Éric Ciotti aussi, dans beaucoup de villes. Perpignan, notre maire Louis Alliot était élu au premier tour. Je citerai Laure Lavalette à Toulon, dans beaucoup de villes, des grandes villes où on disait le Rassemblement national n'y arrivera jamais. Eh bien, excusez-moi, on a fait des scores assez phénoménaux. Laure Lavalette qui était donnée grande favorite dans les sondages il y a quelques semaines, mais oui, 42% avec quand même assez peu de réserve de voix a priori. Donc là encore, vous confondez. Elle est loin d'avoir gagné quand même. Ah mais une élection n'est jamais une certitude tant que les urnes n'ont pas été dépouillées. En revanche, Monsieur Bonus, qui est le candidat d'hiver droite et qui s'allie à la maire sortante, gaucho-centro-droitiste, n'est pas propriétaire de ses voix. Et moi, je suis persuadé que tous ces gens qui sont sincèrement patriotes, qui veulent sincèrement plus de sécurité à Toulon, une meilleure gestion des deniers publics, voteront pour Laure Lavalette et ne se laisseront pas embourber par des alliances contre nature. Vous savez, faisons la différence entre la sagesse des électeurs qui croient sincèrement à l'alternance et les appareils politiques ou les intérêts personnels qui viennent parfois brouiller les pistes. Vous récusiez tout à l'heure l'idée d'union des droites, en tout cas le concept en tant que tel. Néanmoins, quand on entend Jordan Bardella lui-même, donc dans son appel à la droite sincère, dans cet appel au rassemblement, est-ce qu'il n'y a pas un pas franchi par rapport à Marine Le Pen, qui elle a toujours théorisé le RN, alors extrême droite, donc je le rappelle, mais comme ni droite ni gauche. Non, je le rappelle au terme du ministère de l'Intérieur. Non, mais d'accord, mais je vois bien, vous y prenez malice, répétez-le 1000 fois, je vous dirais que nous ne sommes pas un parti d'extrême droite, parce que je connais l'histoire de France. Pour Marine Le Pen, le positionnement, c'était ni gauche ni droite, avec un aspect social, notamment vis-à-vis de votre électorat important dans le Nord. Est-ce que là, par son discours, par sa démarche, Jordan Bardella ne fait pas évoluer un petit peu ce concept en faisant justement un pas, en assumant le RN, c'est la droite? Non, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont d'accord sur le fait que nous ne soyons ni de droite ni de gauche, que nous devons accueillir tous les patriotes sincères, mais dans les élections municipales qui nous occupent là, le danger est à gauche. Voilà, le danger, c'est LFI qui a montré qu'il y avait une certaine porosité avec le Parti socialiste. Jean-Luc Mélenchon s'en est amusé d'ailleurs en disant qu'ils obtiendraient les accords avec les socialistes à vil prix tellement ils étaient combinards. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit, c'est pas moi. Face à ce danger, on va évidemment pas s'allier avec la gauche. Donc on va s'allier soit avec des indépendants sans étiquette, soit avec la droite. C'est logique en fait. Ça nous permet de ne pas mentir à nos électeurs, ça nous permet d'être cohérents parce que nous ne voulons pas trahir nos idées et ça nous permet aussi de sauver certaines communes. Chaque combat est différent. D'une manière générale, quel résultat vous tirez de ce premier tour? Alors vous allez me dire que vous êtes satisfait. Il y a effectivement 10 maires sortants réélus, 14 communes conquises. Vous êtes en position de vous maintenir dans 260 localités. Des espoirs de victoire dans le sud à Tarascon, à Carpentras. Mais pas de grosse prise. On verra pour Marseille et Toulon. Ça s'annonce quand même peut-être un peu plus compliqué que prévu. On verra dimanche soir. Mais pour l'instant, pas de grosse prise. Est-ce que vous touchez là vos limites? Écoutez, je vous trouve un peu pessimiste. Moi, je vais tirer un enseignement peut-être plus enthousiaste que le vôtre, mais en tout cas plus chiffré. J'entends partout LFI, grand succès, mais je le rappelle que nous avons 15 fois plus de candidats arrivés en tête que LFI, que tous nos maires, quasiment, à une ou deux exceptions près, ont été réélus au premier tour avec des scores inégalés par les autres partis. Chez moi, à Hayange, le maire a été réélu à 73%. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a un succès, et d'ailleurs, au-delà du seul Rassemblement national, nous avons d'ores et déjà, au premier tour, 1200 conseillers municipaux, donc déjà, au premier tour, plus que la fois d'avant. Donc, on s'implante à peu près partout, et surtout, peut-être à part Paris, c'est vrai, nos candidats progressent partout, et nous aurons des conseillers municipaux à peu près partout. Mais ça change la donne, ça change la vie locale. On sera dans les conseils municipaux, dans les villes que nous n'avons pas gagnées. On connaîtra mieux, évidemment, tous les dossiers dans le détail. On connaîtra les relais locaux. Et donc, ça nous permettra la fois prochaine aussi d'être élus. Donc, vous vous trompez dans votre analyse. Nous avons fait un pas gigantesque qui est l'implantation locale du Rassemblement national, qui, je le rappelle, était la dernière étape avant la plus belle des victoires, la présidentielle. Pour moi, cette étape, elle est franchie. C'était une question. Mais je sais, je vous taquine un peu. C'était une question de savoir si sur les grandes villes, est-ce qu'il n'y avait pas des limites?
On voit beaucoup, on entend beaucoup Jordan Bardella. Marine Le Pen, en revanche, est très discrète. Est-ce que ces municipales, c'est une façon d'acter son effacement vu 2027, le passage de témoin pour la candidature à l'Élysée à Bardella? Non, Marine Le Pen, il suffit de suivre ses réseaux sociaux. Elle fera un meeting avec Jordan Bardella demain apparitions à laquelle elle est habituée. Elle fera demain un grand meeting de milieu d'élection d'entre-deux tours avec Jordan Bardella à Châlons en Champagne. Donc elle est très présente dans ces élections. Elle va soutenir des candidats. Écoutez, je la vois très active, au contraire, très mobilisée pour ces élections municipales, parce qu'elle l'a elle-même dit d'ailleurs. C'est la première pièce du Lego qui construit le succès pour les présidentielles. Donc Jordan et Marine sont mobilisés, chacun à sa manière probablement, mais ils sont tous les deux très présents sur le terrain pour aider nos candidats. Qu'est-ce que vous regarderez précisément, concrètement, dimanche soir, pour déterminer si ces municipales ont atteint les objectifs que vous étiez fixés au Rassemblement national? D'élus maires, le nombre de conseillers municipaux et aussi les reports de voix des candidats de droite ou sans étiquette qui ne se sont pas désistés dans des villes où on pouvait gagner, voir s'il y a eu un bon report de voix pour voir si cette idée d'union que nous proposons est une bonne idée et si elle est validée par les électeurs. C'est très important. Nous, on veut bien montrer que les états-majors et les électeurs, et d'ailleurs les sondages le montrent, n'ont pas la même vision des choses. Et d'ailleurs, quand Éric Ciotti s'associe au Rassemblement national, lui qui est l'ancien président des LR. Vous avez vu ce que ça donne à Nice? Eh bien, ça devra laisser réfléchir des Madame Vassal ou d'autres candidats en perdition dans les scores. Ça donnera à réfléchir probablement sur leurs alliances. S'allier à la Macronie pour la droite, c'est sombrer. S'allier avec le Rassemblement national, c'est réussir. Je pense que ça peut germer dans leur esprit. Il n'y a pas de fusion des états-majors, mais il y a une fusion de l'électorat. C'est ça que vous dites? Fusion, je ne sais pas, mais il y a clairement... Écoutez, moi j'en connais plein dans ma circonscription en Moselle. Il y a beaucoup d'électeurs LR qui ne veulent évidemment plus d'Emmanuel Macron, qui ne peuvent plus supporter cette gauche qui a perdu tous ses principes et qui voit bien que dans un deuxième tour, ils préfèrent travailler avec nous et nous faire élire que de faire élire soit l'extrême centre, soit l'extrême gauche. Ces élections municipales françaises, elles ont été... non pas dans l'ombre, mais marqué par un tumulte international très important. Évidemment, la guerre en Iran. Vous êtes membre de la Commission de la Défense. Oui. Donald Trump a fait appel à ses alliés, dont la France, pour aller sécuriser, pour aller, pourquoi pas, faire du convoyage de pétroliers et de bateaux dans le détroit d'Ormuz. Il a dit non, il a refusé, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'il a bien fait? Comment vous lisez cette... Il a refusé, il n'a pas dit pour non l'instant, en tout cas. À la sécurisation. Il a dit que les conditions n'étaient pas rassemblées. Pour être très honnête avec vous, je trouve que l'attitude et les propos du président de la République sont raisonnables. Voilà. Donc vous approuvez? Je suis honnête, vous voyez, et transparent, notamment quand il dit que la France doit rester dans une logique défensive. C'est-à-dire que si on attaque ses intérêts, bien évidemment, elle ne peut pas se laisser faire, mais sinon, elle doit être plutôt en retrait. En revanche, ce que je regrette, c'est que sur la scène internationale, le président de la République n'est pas une voix plus forte. Notre pays est intimement lié au Liban, par exemple. Notre pays est un ami d'Israël. Eh bien, il devrait avoir un rôle majeur à jouer, le président de la République, pour, par exemple, que le Hezbollah, qui est bien évidemment l'ennemi d'Israël, mais aussi l'ennemi intérieur du Liban, soit éradiqué et que les deux pays, Israël et Liban, vivent en paix. Je trouve que ce retrait diplomatique et la fin du corps diplomatique en France, c'est une très mauvaise nouvelle, même si les paroles du président de la République sont, je trouve, en la matière, pour une fois, et disons-le, plutôt juste. Plus les jours passent, Laurent Jacobelli, plus il semble que Donald Trump s'est lancé dans cette guerre sans véritable stratégie, sans avoir anticipé les conséquences. On l'a entendu assez sidéré hier soir reconnaître qu'il avait été choqué par les bombardements sur les pays du Golfe, évidemment la situation du détroit d'Ormuz. Où est-ce que vous en êtes, vous, au RN? On se souvient qu'il y a eu une forme de fascination pour le Trumpisme. Alors ça, je ne sais pas d'où ça vient. Une prise de distance. Pour son énergie. Non, mais attendez. Nous, d'abord, je vais vous dire, nous, on a une position toujours très claire dans les élections dans les pays étrangers. C'est nous sommes souverainistes. Nous n'avons pas à faire d'ingérence. Bon, donc c'est clair. On n'a jamais été soutien de Donald Trump. En revanche, je crois que sur les attaques qui nous concernent, c'est vrai, et je dois vous le dire, qu'on ne sait pas ce que cherche Donald Trump. Est-ce que c'est un intérêt économique ? La route du pétrole, le pétrole. Est-ce que c'est un intérêt stratégique et diplomatique? Est-ce que c'est un intérêt purement démocratique parce qu'il veut libérer le pays de la terrible théocratie des mollahs? Honnêtement, on n'en sait rien. Israël, c'est clair. Israël, c'est l'instinct de survie. Elle a un ennemi à ses portes qui a décidé qu'Israël devait être rayé de la carte. Israël se défend et défend sa population.
contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran, on peut le comprendre. Quitte à occuper une partie du sud Liban et à rayer des villages entiers. Je pense que détruire le Hezbollah devrait être un objectif commun du Liban et d'Israël, mais qu'on doit protéger la population du Liban. C'est pour ça que moi j'aimerais que la diplomatie française, qui pourrait parler aux deux, puisse être beaucoup plus efficace. En revanche, je vous le dis, Donald Trump, on ne comprend pas. Et qu'est-ce que vous lui diriez si demain vous étiez à l'Élysée ? Je pense que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont une vision des relations internationales qui est plus proche du général de Gaulle que d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire parler à tout le monde, essayer de comprendre à tout le monde et être présent sans avoir derrière Madame von der Leyen qui vous souffle ce qu'il faut dire. Je pense que le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir donné les clés de la diplomatie. Malheureusement, il voudrait le faire pour Vous pensez que c'est la présidente de la Commission qui souffle à Emmanuel Macron ? Mais alors, écoutez, malheureusement, elle s'est arrogé un rôle qu'elle n'a pas, qui est négociateur diplomatique. Elle se rend à des réunions, elle ne devrait pas aller. Je sais que ni Marine Le Pen ni Jordan Bardella ne supporteraient ça, tellement ils sont attachés à cette position équidistante de la France et à cette souveraineté que nous devons garder. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, d'avoir été notre invité ce soir, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Merci Henri. Merci. À demain, 18h, excellente soirée avec nous sur France Info, le JT Monde et les Informés.